Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié à l'investissement plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous regarderons un type d'investissement un petit peu particulier. Nous regarderons ensemble comment investir dans des dividendes climat. Et pour cela, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Emma Scribe, directrice grands investisseurs chez Team for the Planet. Ce sera donc la première partie de l'émission. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui s'intéressera à l'avenir des bureaux en matière d'actifs d'investissement. Quels usages pour les bureaux demain? Nous en parlerons avec Audrey Camus, directrice générale de la foncière d'ICAD, mais aussi avec Virginie Houzé, directeur études et recherches France chez JLL. Et puis enfin, dans la troisième partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Franck Sotti, ingénieur patrimonial chez Astoria, avec qui nous reviendrons sur les derniers changements en qui concerne le patrimoine évidemment, en matière de loi de finances. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Comment et pourquoi investir dans des dividendes climat? Voilà le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans Patrimoine Passion. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Emma Scribe. Bonjour Emma Scribe. Bonjour. Vous êtes directrice grands investisseurs chez Team for the Planet. Alors ceux qui sont sur LinkedIn connaissent Team for the Planet, ou en tout cas l'ont vu passer régulièrement, notamment en raison du nombre d'actionnaires qui sont déjà chez Team for the Planet. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce qu'on peut rappeler rapidement quelle est la mission de Team for the Planet, Emma Scribe? Oui, bien sûr. Donc Team for the Planet, c'est un mouvement citoyen et une société d'investissement. Notre objectif, c'est de lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique en déployant 100 innovations, qui sont des innovations de rupture, qui ont un impact massif sur le CO2. C'est vraiment ça notre thèse d'investissement. Et effectivement, aujourd'hui, on a investi dans 14 participations sur des tickets qui vont de 100 000 à 3 millions d'euros et qui sont répartis sur les 5 secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Vous nous avez dit 100 innovations, ça veut dire qu'à terme, l'idée, c'est d'avoir 100 projets, 100 entreprises rentables, innovantes, qui permettent effectivement d'agir sur le nombre de tonnes de CO2 émises, c'est ça? Exactement. Éviter, du coup, évidemment. Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle de dividendes climat quand on investit dans Team for the Planet, Emma Scribe? En fait, notre mission, justement, c'était de faire en sorte de créer un produit d'investissement où la mission réelle de ce produit, c'était de maximiser le nombre de tonnes de CO2 évitées par euro investi pour chacun des actionnaires. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, nos actionnaires, ils nous réclament des dividendes climat et non pas des dividendes financiers, puisque aujourd'hui, statutairement, on ne peut pas distribuer de dividendes financiers. Donc, ça permet de focaliser... Quand vous dites, statutairement, ça veut dire que vous avez décidé dans les statuts, effectivement, de ne pas distribuer de dividendes financiers, mais de distribuer des dividendes climat. C'est ça, de conditionner la distribution de dividendes financiers à un événement qui suiviendrait, qui est le retour de la température du globe à la température de 1850. Donc, a priori, c'est pas prêt de se produire tout de suite. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, pour investir dans des innovations de rupture, on a besoin d'avoir une focalisation spécifique sur l'impact positif, le nombre de tonnes de CO2 évitées. Et donc aujourd'hui, nos actionnaires, ils sont dans une logique d'allocation de patrimoine. Et du coup, ils se disent, moi, je veux allouer une partie de mon patrimoine à faire travailler mon patrimoine climat et placé chez Team for the Planet. Voilà. Donc je suis un particulier, j'écoute cette émission, j'investis demain dans Team for the Planet. En fait, je n'attends pas un retour financier. En revanche, j'ai un dividende climat. C'est quoi concrètement un dividende climat? Alors, c'était tout l'enjeu. C'était de se dire, si on veut faire en sorte que nos actionnaires ils aient un pilotage de leur performance climat, il va bien falloir créer un indicateur. Bien sûr. Et donc, du coup, on a mis autour de la table et on s'est rendu compte que c'était un vrai besoin de se dire, quand j'investis 1 euro en capital, donc non coté, dans une start-up ou dans un fonds, combien de tonnes de CO2 sont évitées? Et donc, on a mis autour de la table l'ADEME, des experts internationaux, de l'ONU, de Gold Standard, aussi des fonds d'investissement comme Demeter, etc. C'est comment on crée un indicateur qui permet de savoir combien de tonnes de CO2 sont évitées par euro investi. Et donc, c'est comme ça que le dividende climat est né. Et donc, aujourd'hui, c'est une association indépendante. Et donc, le dividende climat, c'est quoi? C'est un certificat de tonnes de CO2 évitées qui est audité, certifié et qui permet vraiment de savoir chaque année combien de tonnes de CO2 évitées ont été générées par le capital placé dans des startups ou dans des fonds. Par euro investi, donc après, tout dépend des euros que vous
du nombre du montant que vous avez investi effectivement dans Team for the Planet. Il n'y a que chez Team for the Planet qu'on peut investir pour des dividendes climat, ou ensuite le travail qui a été effectué peut servir à d'autres entreprises aujourd'hui ou d'autres fonds d'investissement? Exactement, pas du tout. En fait, nous, on est un des fonds qui utilise les dividendes climat. Il y en a d'autres, donc je parlais de Déméter, mais on a aussi des entreprises de toutes les tailles, notamment Decathlon, génèrent des dividendes climat parce qu'ils ont une partie de leur activité qui permet la décarbonation, notamment des modes de transport, notamment par la vente de vélos. Ils sont en capacité de mesurer combien de tonnes de CO2 évitées ça représente en termes de report modal. Donc voilà, il y a énormément de grandes entreprises aussi qui l'utilisent pour piloter leur performance climat. Team for the Planet existe depuis 2020, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait donc 4 ans d'existence complète, vu qu'on est début 2025. Est-ce que vous pouvez nous faire un premier bilan, par exemple, sur le nombre de tonnes de CO2 évitées depuis sa création? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, on a investi dans 14 projets qui sont assez en amont. Donc en fait, il y en a peu qui encore ont des prototypes qui génèrent vraiment du CO2 évité. Donc aujourd'hui, il y a 4 projets qui sont certifiés et qui génèrent des dividendes climat. Et donc sur cette enveloppe-là, on a permis d'éviter 39 905 tonnes de CO2 évitées depuis. Donc du coup, c'est la deuxième année qu'on génère des dividendes climat depuis l'existence de Team for the Planet. Et alors, qu'est-ce qu'ils font ces 4 projets un petit peu plus en avance que les autres projets dont vous nous avez parlé? Alors, donc, c'est des projets sur des secteurs très différents. On va avoir l'attraction par voile de kayak, donc l'attraction vélique de Beyond the Sea, qui a clôturé une levée de fonds assez impressionnante fin janvier, et donc qui permet d'équiper les bateaux de la marine marchande avec des voiles de kayak qui permettent de tracter ces bateaux-là. Et donc, si Beyond the Sea atteint la totalité de sa taille critique, ça pourrait réduire 0,7% du CO2 mondial. Donc, c'est vraiment massif. Oui. On a Leviathan Dynamics qui permet de créer du froid en circuit fermé. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'industries qui ont besoin de faire du froid, donc les frigos, les clims, les processus industriels. Bien sûr, oui. Et aujourd'hui, ça utilise des gaz fluorés. Et donc, Leviathan Dynamics remplace ces gaz fluorés par de l'eau en circuit fermé. Et donc, ça génère des dividendes climat aussi. On a une application qui fait du don d'objets, qui s'appelle Give, et qui, en fait, permet d'éviter en moyenne 13 kg de CO2 par euro donné. Donc, c'est vraiment dans une logique de circularité. Et donc, ça, c'est un gros facteur de traction de dividendes climat pour nous. Bien sûr. La dernière, en date, pardon, j'ai un trou. Alors on a parlé de Léviathan, on a parlé de Give, et la quatrième, alors je ne sais pas si vous la... Ouais, je vais la retrouver évidemment, qui est en fait qui a la première à générer des dividendes climat, qui est Cool Roof France, qui peint les toits en blanc. Ah bah oui, bien sûr. Et qui permet d'éviter énormément de CO2, parce qu'en fait, à la fois, ça réduit la consommation des clims et ça réduit globalement la consommation du bâtiment énergétiquement. Voilà. Une question qui doit, j'imagine, qui doit animer un certain nombre de gens qui nous écoutent. On ne parle pas de projets associatifs, on parle de projets qui ont vocation à devenir des entreprises rentables demain. Tout à fait. Nous, on a pour habitude de dire qu'on ne sauve pas le monde avec des entreprises en faillite. Donc l'objectif de Team for the Planet, c'est d'identifier des pépites qui ont une innovation qui est crédible, qui est désirable et qui est très efficace, et de la paramétrer pour qu'ensuite, il y ait des fonds d'investissement plus classiques qui puissent se positionner. Donc du coup, on va venir nommer un entrepreneur ou une entrepreneuse pour venir épauler la partie innovation. On va venir accélérer avec le réseau des 130 000 actionnaires, le réseau de fournisseurs, des talents, des clients. Et c'est comme ça qu'on a vraiment développé une méthodologie très active sur ces startups-là qui, sans nous, n'auraient pas pu en fait, se déployer à grande échelle. Voilà. Et donc, du coup, c'est des entreprises et c'est des startups dans lesquelles on investit en capital, et ce n'est absolument pas des associations. Si je suis investisseur, actionnaire Team for the Planet, est-ce que je n'ai accès qu'à des dividendes climat, ou est-ce que je peux espérer aussi demain bénéficier de la rentabilité de ces entreprises? Alors, c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place depuis ce début d'année. En fait, aujourd'hui, les entreprises dans lesquelles on a investi se déploient, se développent, et on est en train d'ouvrir le capital de certaines d'entre elles à nos actionnaires via un SPV, tout simplement. D'accord. Donc, en fait, nous, on investit en tant que fonds, on les paramètre pour qu'elles soient déployables dans le monde économique réel et qu'elles puissent même être attrayantes pour des fonds d'investissement plus classiques. Bien sûr. Mais on permet aussi à nos actionnaires, et c'est normal de leur donner le droit de priorité, de se positionner pour un investissement en capital en direct. Ça a été le cas de Beyond the Sea, qui a terminé une levée de fonds de 2 millions d'euros en à peu près 4 heures fin janvier pour nos actionnaires Team for the Planet. D'accord, c'était à destination des actionnaires Team for the Planet en priorité. Exactement.
D'accord. Et donc ça permet d'un côté, en fait, quand on investit chez Team for the Planet, donc pour des dividendes climat, ça permet de rentrer dans l'aventure et ensuite potentiellement d'avoir accès à d'autres opportunités, de suivre ces entreprises à qui on aura pu donner le petit premier coup de pouce, si je comprends bien. Tout à fait. En fait, nous, notre objectif, c'est vraiment de paramétrer ces entreprises pour qu'elles réussissent. Et une fois qu'elles les dérisquent, en fait, réalisent réellement. Bien sûr. Et ensuite, l'idée, c'est de faire en sorte que les actionnaires qui ont participé à collectivement dérisquer ces boîtes-là puissent investir après en direct. 14 projets sur 100 innovations, sur un objectif de 100 innovations. On est encore au début de l'aventure, si je comprends bien. On est au début de l'aventure, ça va peut-être durer le siècle entier. Mais l'objectif, c'est vraiment d'accélérer, notamment grâce à des personnes visionnaires qui ont envie d'allouer une partie de leur patrimoine à ce type de projet. Merci beaucoup Emma Scribe de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directrice grands investisseurs chez Team for the Planet. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Quelles évolutions des usages et quelles évolutions du marché en matière de bureaux? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine, face à un constat réalisé par un certain nombre de professionnels de l'investissement en immobilier qui regardent le bureau de manière particulière, avec notamment deux marchés de l'immobilier de bureau. Nous allons en parler avec deux professionnels du sujet dans Smart Patrimoine aujourd'hui. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Virginie Houzé. Bonjour Virginie Houzé. Bonjour. Vous êtes directeur études et recherches France chez JLL, et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Audrey Camus. Bonjour Audrey Camus. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la foncière d'ICAD. On va commencer avec vous, Virginie Houzé. Je le disais en introduction, on a beaucoup de professionnels qui, de l'investissement immobilier, de gérants de fonds immobiliers, qui nous disent qu'il existe aujourd'hui un marché du bureau à deux vitesses. En gros, le cœur de ville et le reste, si je caricature. Et on a surtout des chiffres qui nous montrent qu'on a un taux de vacances qu'on n'a pas connu depuis de nombreuses années en matière de bureau. À se demander s'il n'y a pas une désaffection d'une partie du bureau en France, Virginie Houzé. Alors, voire jamais connu. Jamais connu, oui. La vacance, puisque effectivement, on termine 2024 avec un taux de vacances supérieur à 10%. Je pense que c'est inédit, Audrey, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Après, comme vous le disiez, un marché extrêmement segmenté entre Paris et la périphérie, puisqu'on a des taux de vacances dans Paris qui sont beaucoup plus faibles qu'en première couronne parisienne. On peut donner comme exemple le fameux quartier central des affaires parisien, où on a un taux de vacances de l'ordre de 3,5%, quand en première couronne parisienne, on a des taux de vacances qui, dans certains cas, peuvent tangenter les 30%. D'accord. Donc on a vraiment une segmentation extrêmement importante du marché, effectivement, fin 2024. Mais alors comment on l'explique ça? Parce que ça veut dire que l'offre de cœur de ville suffit pour la demande aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique qu'au bout d'un moment, le volume de demande ne vienne pas forcément jusqu'à la première couronne parisienne? Parce que ça reste très proche, on parle d'une demi-heure de métro maximum. 5 minutes. 5 minutes. C'est même pas une plaisanterie. Si vous êtes, par exemple, dans le secteur des Champs-Élysées, vous avez 2-3 stations de métro, et vous êtes à Neuilly, vous êtes à La Défense, et vous avez déjà une offre et des valeurs qui sont radicalement différentes. Après, on a des changements assez notables post-Covid, c'est-à-dire une appétit très très fort des entreprises pour la centralité. Dans ce monde, en fait, où les salariés sont mobiles, sont en télétravail pour une partie de leur temps, l'attractivité du centre-ville est très forte. D'accord. Et a capté en fait beaucoup la demande depuis 2021, ce qui fait qu'on a eu beaucoup d'activités dans Paris intramuros et on a fait baisser l'offre dans Paris intramuros de façon extrêmement forte, et ça s'est fait bien évidemment au détriment de la première couronne. Maintenant, 2024 commence à marquer un petit changement, puisqu'on voit que dans Paris, l'activité a ralenti également, et on a certains secteurs de périphérie qui, au contraire, commencent à rebondir en surfant sur des valeurs attractives, par exemple. Parce que du coup, il y a des opportunités financières potentiellement pour les entreprises. Exactement. Et donc on retourne effectivement là où c'est un peu moins cher. Audrey Camus, vous faites le même constat. C'est vraiment quand on est à la tête d'une foncière aujourd'hui, il faut regarder le cœur de ville et se poser la question de ce qu'on fait des alentours, c'est ça? Oui, en effet. Comme l'a dit Virginie, il y a une recherche de centralité qui est plus forte que jamais. Mais il y a aussi des niveaux de loyer qui n'ont jamais été atteints dans Paris, qui sont extrêmement chers aujourd'hui, par QCA, ouais. Et que toutes les entreprises ne peuvent pas payer. Donc il va y avoir un marché de report. D'accord. Mais en effet... vous l'attendez là, à l'heure actuelle? Oui, on l'attend. Et nous, on a signé hier 33 000 m² à Saint-Denis.
D'accord. Ouais. Voilà, donc c'est possible. Voilà. Mais en effet, il y a d'un côté une recherche de centralité et un vrai enjeu de faire revenir les collaborateurs au bureau, donc avec de l'attractivité, et de l'autre côté une économie qui fait que tout le monde ne peut pas payer 1 200 € de loyer. Donc voilà, on attend quand même sur un certain nombre de marchés un report, et notamment, je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui le succès de la Défense. Vous pouvez aujourd'hui avoir la Défense avec la desserte, qui est quand même exceptionnelle. Bien sûr, qui a été prévu pour. 3 fois moins cher qu'à Paris. D'accord. Donc à un moment donné, il faut faire les calculs. Donc en fait, si je comprends bien, il y a un an et demi, on nous disait la Défense, c'est mort, faut pas y aller. Là, ce que vous nous dites, c'est globalement, maintenant que c'est moins cher qu'en centre-ville, il y a peut-être une opportunité pour un certain nombre d'investisseurs, enfin pas d'investisseurs, mais d'entreprises. De locataires. En fait, vous avez un rapport qualité-prix à la Défense qui aujourd'hui est incomparable. Je vous dis, 3 fois moins cher à 3 stations de métro de Paris. Bien sûr. Donc, voilà. Les mesures d'accompagnement à la Défense sont telles que c'est extrêmement attractif. Et comme le disait Audrey, c'est un marché qui est incontestable de par sa densité d'entreprise, par sa desserte, et qui, pour preuve, l'année dernière, en fait, a fait une très bonne année en hausse et supérieure à sa moyenne de long terme. Et porté finalement par un tissu d'entreprises extrêmement diversifié. D'accord. Puisque la Défense, habituellement, c'est un marché de grandes transactions, donc des plots de 20 000, 30 000 mètres carrés. Et l'année dernière, même depuis 2 ans, on voit en fait des entreprises de plus petite taille qui rentrent dans des immeubles neufs, qui ont été ouverts à la division, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Et donc, ça fait vivre le marché avec un tissu d'entreprises beaucoup plus diversifié que par le passé. On est dans une émission qui s'adresse aux particuliers. Est-ce que ça fait sens pour des particuliers d'accompagner des projets de nouveaux immeubles, de construction, de promotion immobilière, quand on a des taux de vacances aussi grands sur les immeubles de bureaux existants, Audrey Camus ? Alors honnêtement, l'heure est plutôt à la rénovation, à la construction de bureaux neufs. Je pense qu'on en a beaucoup construit, probablement trop. Aujourd'hui, la tertiarisation des emplois, elle est plutôt à l'arrêt. La démographie va dans le même sens. Donc honnêtement, le besoin de bureaux, il ne va pas augmenter. D'accord. Voilà. Donc, construire des bureaux neufs aujourd'hui, on le fait vraiment quand il y a une situation contextuelle très particulière. Mais sinon, on essaye de faire avec ce qui existe. D'accord. Et d'ailleurs, il nous arrive aussi de transformer des immeubles de bureaux en autre chose. D'accord. Ouais. Les localisations, parce qu'en fait, la polarisation du marché, là, fait que vous avez un certain nombre d'immeubles de bureaux qui vont sortir, en fait, du marché. Parce qu'ils ne sont pas bien placés, parce qu'ils sont obsolètes, parce qu'ils ne cochent pas les cases des critères verts, etc. Oui, parce et ceux-là, on va plutôt chercher à les transformer en autre chose. On ne réinjecte en fait des travaux pour garder du bureau que dans des très bonnes localisations. D'accord, c'est la localisation qui va faire en sorte qu'on recycle ou en tout cas qu'on rénove le bureau, parce que c'est un investissement et derrière il faut être sûr de pouvoir le rentabiliser avec des entreprises qui pourront venir louer les bureaux, si je comprends bien. Oui, et je pense que ce qui se passe en ce moment montre bien que le fondamental de la location, il reste très très vrai. On a, je pense, un peu oublié ça ces dernières années dans un marché qui était très très porteur, et là on revient à ça, et en effet la localisation ça reste le critère numéro 1. Virginie Houzé, les immeubles obsolètes, vous avez écrit un article sur le sujet. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une bonne stratégie immobilière en matière de bureaux, c'est une stratégie de rénovation, d'investissement dans un parc existant, si tant est qu'on soit dans la bonne localisation, comme nous l'a rappelé Audrey Camus. Et la construction immobilière, c'est pas forcément le sujet de 2025, si je comprends bien, en matière de bureaux. Alors, je ne peux que aller dans le sens d'Audrey, sur tout ce qu'elle vient de dire. Je partage totalement son point de vue. 2025, ça va être une année où on va encore avoir un volume de livraison assez élevé en bureau en Ile-de-France. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que la propension à construire plutôt du neuf que de rénover a tendance à baisser, et on voit qu'on a de plus en plus en proportion d'opérations de restructuration d'immeubles existants. D'accord. Donc ça, c'est plutôt un signal intéressant. Avec des normes quand même plus conséquentes qu'il y a quelques années, notamment sur l'énergie verte ou autre. Exactement, oui, mais c'est un élément qui est extrêmement, je pense, structurant, et notamment quand on parle aussi des nouvelles normes type la RE 2020, parce qu'on va parler de sujets comme le carbone incorporé, donc le cycle de vie complet d'un immeuble. Et aujourd'hui, quand on est dans cette démarche-là, avoir un immeuble restructuré donne un bilan carbone global qui est beaucoup plus attractif. Mais donc, effectivement, la tendance est celle-ci. Et quand on regarde les dynamiques de marché, effectivement, la localisation, c'est le sujet clé. Bien sûr. C'est quelque chose qui va être probablement le point de déclenchement du lancement ou pas d'une opération de rénovation d'un immeuble obsolète.
puisque ça va conditionner les valeurs, ça va conditionner la demande. Et il y a des secteurs qui aujourd'hui, malheureusement, ne sont plus des secteurs attractifs. Et ça fait partie de l'obsolescence des bâtiments. Et alors justement, on a parlé de Paris. Alors on a surtout parlé de Paris donc de la région parisienne. On a parlé donc du centre-ville. On a parlé de la Défense. Vous nous avez parlé de Saint-Denis. Quand on parle de localisation, les localisations à peu près sûres en matière de bureaux aujourd'hui, que ce soit à l'heure actuelle ou que ce soit anticipé avec les reports du fait de la différence de loyer, c'est uniquement ces secteurs-là ou il y a un tout petit peu plus de souffle à trouver ailleurs? Moi, je dirais qu'il y a aussi du souffle à trouver dans les grandes métropoles régionales. D'accord. On n'en a pas parlé, mais donc là, c'est quoi? C'est Lyon, Bordeaux, Marseille Exactement, Toulouse. Ouais. Toulouse, oui. Voilà, où en effet, les marchés de région, honnêtement, alors sur des volumes plus petits et sur des immeubles plus petites, mais il y a un tissu économique d'entreprise dans ces métropoles-là, et du coup, le marché de bureaux a été plutôt moins atteint, honnêtement, qu'en Ile-de-France, globalement. Et le mécanisme est le même, on est d'abord sur du cœur de ville avant potentiellement d'aller sur de la première couronne. La recherche de centralité est exactement la même. Partout, quelles que soient les villes en France. D'accord. Partout. C'est vraiment augmentation de l'attractivité, recherche de centralité, ça c'est vrai partout. Et après, sur les localisations en Ile-de-France, en effet, c'est Paris. Et c'est au-delà, en fait, c'est la desserte transport en commun, c'est la qualité de l'environnement, en fait. D'accord. Aujourd'hui, en fait, le lieu de travail, c'est aussi un enjeu de recrutement pour les entreprises et de fidélisation des collaborateurs. Et donc, il faut qu'ils aient envie de venir là. Donc, l'environnement de commerce, l'offre de services, la capacité à aller au cinéma, prendre un verre, etc., autour de l'immeuble. D'accord. Ça fait aussi partie des choses que regardent les utilisateurs. Donc, le bureau devient un lieu de vie quand on n'est pas en télétravail chez soi, si je comprends bien, Virginie Houzé. Encore plus. Encore plus. Encore plus, oui, puisque revenir au bureau, en fait, il faut vendre le bureau aux collaborateurs maintenant. D'accord. Ouais. En fait, il suffit plus de les embaucher, il faut leur vendre le lieu de travail. Voilà, c'est un vrai argument de recrutement, en fait. D'accord. Et donc, les collaborateurs, et notamment les jeunes collaborateurs, sont sensibles à ça et à cet environnement urbain qui fait que vous sortez du travail, vous pouvez aller boire un verre avec vos collègues, vous pouvez aller au théâtre, au cinéma. Et donc, ça plaide vraiment pour cette centralité qui a été vraiment le cœur du marché depuis la sortie de la crise du Covid, en fait. C'est pas forcément le sujet de cette émission, mais on voit un certain nombre d'entreprises prendre la parole ouvertement sur le retour au bureau. Est-ce que ça peut avoir un effet sur les tendances que vous constatez à l'heure actuelle ou ça ne fera que renforcer justement l'idée de vendre encore plus le bureau aux collaborateurs ? Virginie Houzé et ensuite Audrey Camus. D'accord. Alors, le retour au bureau. Alors, il faut faire attention à la pollution aussi un petit peu ambiante autour du retour au bureau, puisqu'en fait, on a eu des prises de parole extrêmement fortes par des grandes entreprises de la tech aux États-Unis. Bien sûr. Avec des entreprises qui étaient en 100% télétravail. Qui étaient les premières à y être allées il y a quelques années et qui sont les premières à y revenir, donc ça pose question. Exactement. Oui. Et avec en fait un droit du travail qui n'est pas du tout le même là-bas qu'en France. Nous, en France, en fait, on a été très très long à se mettre au télétravail. Ça a vraiment été un enfant de la crise du Covid. Et on a mis en place des accords de télétravail négociés avec les IRP. Donc, on ne revient pas dessus comme ça. Et surtout, on n'était pas sur cet extrême du 100% télétravail. Bien sûr. Donc, en fait, nous, ça va être plus marginal comme effet, puisqu'on ça va être peut-être de dire on passe de 2 jours à 1 jour ou de 3 à 2. Mais il y a quand même un vrai appétit et quelque chose qui s'est ancré, je pense, dans l'organisation des entreprises aujourd'hui. Audrey Camus. Non, moi je pense qu'on ne reviendra jamais complètement en arrière. En effet, ça va tourner sur une tendance de fond probablement entre 1 et 2 jours par semaine. Ceux qui reviennent, c'est en effet ceux qui avaient mis le curseur vraiment à l'extrême inverse. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est en effet de retrouver de la créativité, de la productivité et de faire en sorte que les gens puissent se rencontrer. Donc voilà, aujourd'hui, plus que jamais, le bureau, c'est le lieu de rencontre et de réunion. Donc pas d'impact à court terme sur effectivement la tendance que vous constatez déjà sur l'immobilier de bureau? Je pense pas. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci Audrey Camus, directrice générale de la foncière d'ICAD. Merci Virginie Houzé, directeur études et recherches France chez JLL. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert. Nous allons revenir sur les différents changements ayant un impact sur le patrimoine de la loi de finances. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Franck Sauty. Bonjour Franck Sauty. Bonjour. Vous êtes manager ingénieur patrimonial chez Astoria. Alors il y a différents impacts, différents changements dans cette loi de finances finalement passée sur le patrimoine, à commencer tout simplement par l'augmentation des seuils de l'impôt sur le revenu, Franck Sauty. Tout à fait. Alors il était prévu sur le gouvernement précédent qui était éphémère 2%. Et au final, elle va être de 1,8%, cette augmentation, cette indexation du barème. Donc c'est effectivement une bonne chose, puisqu'elle correspond à l'inflation constatée par l'INSEE l'année dernière. Mais il y a également d'autres mesures. Bien sûr. Des mesures qui vont
impacter positivement ou moins positivement. On se doute bien qu'on va chercher des nouvelles sources de revenus. Bien sûr. Donc les premières, vous l'avez sans doute entendu, ça va être l'augmentation d'une nouvelle contribution, la contribution différentielle sur les hauts revenus. Oui, bien sûr, la CDHR maintenant. Ouais. Différentielle, pourquoi? Puisqu'on va prendre la différence, en fait, le delta. On doit avoir un impôt minimum finalement de 20%. Dans ces 20%, ne sont pas comptabilisés les prélèvements sociaux. Et donc, on va avoir un minimum de 20% pour ceux qui payent déjà. Donc, ça s'ajoute à la contribution exceptionnelle de hauts revenus. D'accord. Alors, elle est prévue pour un an, temporaire. Ouais. Sauf qu'il y a peu de chances qu'elle soit finalement... la contribution exceptionnelle aussi, exactement, celle-ci aussi était prévue pour moins longtemps, et ça fait déjà quelques années qu'elle est en place. Donc là, pour le coup, il parle d'une autre taxe. Vous avez entendu parler de la taxe Zuckman, donc à voir aussi sur ces fameux hauts revenus. Donc la CDHR est entrée en vigueur, et là, pour l'instant, on parle d'un an. La contribution, oui, la CDHR, elle parle pour l'instant d'un an. C'est ce que nous dit le texte. Autre évolution en lien avec la loi de finances. Autre évolution, vous avez notamment plus positive, on va dire, sur les donations. Il y a la faculté maintenant, notamment pour des personnes qui sont les enfants, on va prendre les enfants, de recevoir donc de leurs parents, de leurs grands-parents ou même de leurs arrière-grands-parents jusqu'à 300 000 euros au global. Ça, c'est l'allotissement au global, mais c'est 100 000 euros par personne qui donne. D'accord. Donc ça, c'est aussi temporaire jusqu'à l'année prochaine. D'accord. On peut en profiter jusqu'au 31 décembre 2026. Et c'est uniquement donc, pour, on va dire, c'est une sorte de mesure pour la partie neuve. D'accord. Donc les constructions neuves et également la partie énergétique, sachant qu'il faut que ça soit la résidence principale. C'est-à-dire que c'est des donations pour financer un projet immobilier, c'est ça? Exactement. D'accord. Pour financer un projet immobilier. Donc ça doit être la résidence principale, obligatoire, et cette donation doit être affectée dans les 6 mois. D'accord. Donc, il y a plusieurs conditions à respecter. Et donc ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être utile lorsqu'on a un projet immobilier. Dans le neuf. Dans le neuf. Uniquement dans le neuf. En revanche, dans la même partie immobilière, viennent augmenter deux choses. Alors, je vais parler de deux choses, la partie amortissement sur les LMNP, mais surtout les primo-accédants sont peut-être moins concernés jusqu'à 200 000 euros, 250 000 euros. Ils n'ont pas la fameuse augmentation donc, de 0,5 qui est à la main des départements. De là, on parle des droits de mutation. Les droits de mutation. Donc ce qu'on appelle aussi plus communément les frais de notaire. Ce qu'on appelle plus communément les frais de notaire, même si ça ne va pas dans l'escarcelle du notaire, ce n'est pas les émoluments, effectivement, c'est une taxe qui là aussi est temporaire. Elle doit durer 3 ans maximum. Et les départements peuvent ou non la mettre en place. Alors ce qu'on sait, c'est que beaucoup l'ont déjà. La majorité l'a fait. Voilà. Donc a priori, ça va avoir lieu dès le 1er avril, pour certains un peu plus tard, jusqu'à 2028. Sachant que les primo-accédants, eux, ne l'ont pas jusqu'à 250 000 euros. Et alors, en matière de LMNP, là, le sujet, c'est la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. Et effectivement, ça, c'était... Alors, on l'entendait déjà plusieurs fois. Là, maintenant, ça y est, c'est acté, c'est voté. Alors, on peut aussi se dire que c'est pas forcément si grave. Quand on regarde la durée, on a conservé déjà la faculté d'amortir. Ouais. Et si j'ai amorti et que j'avais une fiscalité, une tranche marginale d'imposition à 41, voire 45%, et que je suis retaxé, je parle de la fiscalité pure, à 19%, j'ai quand même fait, quoi qu'il arrive, une belle opération. Et si je conserve les abattements pour durée de détention et que j'attends 30 ans, je ne suis pas concerné. Mmh. Et même si j'attends 15 ans, j'ai quand même pas forcément amorti la totalité du bien et quand même l'abattement. Donc clairement, ça va impacter, c'est vrai, pour ceux qui veulent vendre. Si je ne veux pas vendre, je ne suis pas impacté. Et ça ne va pas impacter aussi tout ce qui est résidence de service. D'accord. Ça, je pense que vous l'avez déjà bien en tête, mais tout ce qui est donc étudiants, EHPAD et autres ne sont pas impactés. Et donc, c'est des choses qui sont aussi importantes. Et évidemment, tous ceux qui ne sont pas au réel, donc qui déclarent au micro-BIC, ne sont pas impactés. Il y a d'autres incidences donc on n'aura pas le temps de traiter aujourd'hui, notamment qui concernent les dirigeants de PME qui partent à la retraite. L'exonération des 500 000. Oui, exactement. On n'aura malheureusement pas le temps d'en parler, mais on en reparlera dans Smart Patrimoine, bien évidemment. Merci beaucoup, Franck Sauty, de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Vous êtes manager ingénieur patrimonial chez Astoria. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Be Smart for Change.